Rebonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Un jour un métier, c'est Armand Tuaté, comme vous le savez, tous les dimanches, au même endroit, à la même heure, toujours dans l'optique de répondre à ces questions d'orientation scolaire et professionnelle, toujours dans ce but de permettre aux plus jeunes d'avoir, on va dire, un coup d'avance par rapport à leur carrière, afin de leur permettre d'avoir des meilleurs arguments, des meilleurs éléments pour choisir ce qu'ils vont faire à l'avenir. Et pour cela, on a aujourd'hui donc Madame Sophie qui va nous apporter des éléments de réponse de par son expérience, son expertise. Elle va nous dire un peu ce qu'elle fait, comment au quotidien, au travers de son métier, elle accompagne des personnes également afin de, on va dire, d'avoir un meilleur avenir, afin d'avoir un avenir beaucoup plus prodigieux, si je peux dire comme ça. Donc, merci d'être avec nous. Pensez à partager le live, poser toutes les questions parce qu'aujourd'hui, on a véritablement une experte du métier. C'est vrai qu'habituellement, on a beaucoup plus des professionnels, des personnes qui racontent un peu leur parcours, mais vous êtes plutôt une experte des questions d'orientation notamment. Donc, j'espère qu'on va aller un peu plus loin avec vous, un peu plus en profondeur finalement sur ces questions-là. Donc, bonsoir, ou plutôt bonjour, je ne sais pas de quel côté les choses. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Yes, ça va super. Bon, tant mieux. Petite question de détente comme ça. Vous êtes de quel côté? Alors, je suis installée à Saint-Cloud, dans le 92 en France. Très bien. Donc, plutôt C'est-à-dire à dans la l'ouest de région. Paris. La région Ok. parisienne, à l'ouest de Paris. Je suis, on va dire, conseillère en orientation, bien sûr, et je suis la fondatrice d'un réseau de conseillers qui est installé partout en France. Donc, on est Ok. un petit peu partout, on est 45, et il y en a un peu partout, dans le nord, dans le sud, l'ouest et l'ouest de la France. Donc voilà, on fait tous le même métier, et voilà, on a tous le même but, c'est vraiment de bien orienter les jeunes et de leur montrer que l'orientation scolaire, c'est vraiment quelque chose qu'il faut anticiper. D'accord. Depuis combien de temps est-ce que vous faites cela, du coup? Vous avez fondé du coup? Oh, alors écoutez, moi, c'est une réorientation, c'est le cas de le dire. Le réseau a été créé en 2009. Je l'ai créé en 2009. Donc, ça fait Ok. maintenant 13 ans. Et je l'ai créé parce que justement, je trouvais qu'il y avait un manque au niveau orientation scolaire. Il y avait une vraie problématique. Je n'avais pas de réponse pour ma fille aînée. J'ai 4 enfants. Et je n'avais pas de réponse pour ma fille aînée. Et je me suis dit, mais comment c'est possible qu'il y ait encore le même problème qu'à mon époque, à moi? Je n'avais pas il n'y avait pas d'infos. Pour tout vous dire, j'ai fait le même métier que ma maman. Vous voyez, un peu le truc obligatoire, on va dire, logique. Mais finalement, à 40 ans, j'avais pas du tout envie de faire le même métier, ou j'avais plus envie de faire le même métier que ma maman. Et donc, je me suis aperçue qu'il y avait une vraie problématique dans l'orientation scolaire, et c'est pour ça que j'ai souhaité créer vraiment répondre à toutes ces problématiques, c'est-à-dire l'orientation scolaire personnalisée. Parce que c'est ça qui manque en fait, c'est qu'il y a de l'orientation scolaire, c'est pas vrai. On peut pas dire qu'il n'y a pas d'orientation, il y a des conseillers d'orientation dans les lycées, mais elle n'est pas personnalisée à l'élève. C'est ça le problème en fait. Voilà. D'accord. 2009. Excusez-moi, je suis bavarde. Non, vous inquiétez pas du tout. Et c'est important justement de rappeler cette lettre, puisque de toute façon, la prochaine question que j'allais poser allait être pourquoi est-ce que vous avez créé ça? Ah bah alors voilà, vous avez la réponse. Donc ma fille, si vous voulez, pour rentrer dans les détails, c'est une jeune fille qui avait donc 17 ans à l'époque. Elle avait beaucoup de caractère. Elle avait du bagou. Elle savait parler. Elle savait se présenter. Elle n'était pas bonne à l'école. Voilà, elle a eu son bac ric-rac. Mais alors tout le monde me disait oui, mais elle était pour du commerce. Ben, ok, c'est gentil de faire pour le commerce, mais quoi commerce? Un BTS, un BUT, une licence, une prépa. Alors une prépa, non, évidemment que non, avec 10 sur 20 au bac, non. Une école de commerce. Donc en fait, si vous voulez, ok, commerce c'est un domaine, mais comment on y accède? Et c'était ça où j'avais pas de réponse en fait. C'est pour ça que j'ai créé ça. Très bien. Mais du coup, avant de créer, vous faisiez quoi comme métier? J'étais podologue, rien à voir. J'ai Ok. été podologue pendant 20 ans. Et bon, ça m'a permis d'avoir 4 enfants. Je me suis, non, je crache pas du tout dans la soupe, mais c'était un métier, si vous voulez, qui était tourné vers les autres, mais aussi vers le soin. Et finalement, le soin ne m'a pas convenu. Moi, j'ai besoin d'être tournée vers les autres, mais dans l'accompagnement. Et c'est ce que je fais dans mon métier actuel, et ça, j'adore. D'accord. Et du coup, je fais peut-être la petite transition. C'est vous qui avez fait votre orientation ou pas? Ah oui, complètement. Je vais vous dire, D'accord. ça a été un véritable. Alors, mon orientation de 20 ans, celle que j'ai faite à 18 ans. Oui, en gros, comment Ah vous avez non, fait pour pas devenir du tout. podologue?
Mais pas du tout, c'est ma mère. C'est pas compliqué, j'ai eu mon bac. Elle m'a regardée, elle m'a dit bravo ma fille, c'est super. Alors tu viens, on va aller s'inscrire à l'Institut national de podologie. Et j'ai dit bah oui maman. Mais c'était comme ça à l'époque, vous savez, c'était il y a 30 ans ça. Bah, les enfants, en fait, ils se posaient pas trop de questions. Moi, mon mari, c'est pareil, il est expert comptable, c'est son père qui l'a inscrit, il savait même pas ce que ça voulait dire la comptabilité. En fait, on était beaucoup plus. Maintenant, je trouve que les jeunes sont plus moteurs de leur orientation. C'est une chance. Les parents leur donnent cette possibilité-là. C'est une grande chance, je vous assure. À mon époque, c'était pas le cas. On disait bon, ben, je t'assure, ça t'ira bien, et on disait ok, on y va. Ok, super. Et puis après 20 ans de carrière, vous vous êtes dit, bon, j'aime bien soigner les gens, j'aime bien être au service des gens, mais peut-être pas sous cette forme-là. Pendant 20 ans, je me suis dit que c'était pas vraiment le métier qu'il me fallait, mais j'étais contente d'élever mes enfants, j'avais des horaires, vous savez, que je voulais parce que j'étais à mon compte en fait. Hein. Donc de temps en temps, je finissais à 4h30 pour aller les chercher à l'école. Bon, encore une fois, je ne crache pas dans la soupe, mais j'ai toujours pensé que ce métier n'était pas pour moi. Et quand j'ai découvert le problème de l'orientation scolaire avec ma fille, ça a été un véritable coup de foudre. Je vous assure, j'ai trouvé ça génial. J'ai dit, mais ça, c'est formidable, c'est ça que je veux faire. Je veux aider les jeunes à s'envoler vers l'avenir. C'est pour ça, d'ailleurs, que mon réseau s'appelle Ton Avenir, d'ailleurs. D'ailleurs, on va revenir dessus de toute façon. Alors, la première question concernant ma petite liste là, c'est quels sont les acteurs finalement déterminants dans un choix de parcours? Alors, il y a énormément d'acteurs. Je dirais qu'il y a plein de choses et surtout, il faut s'y prendre tôt. Il ne faut pas se dire cool, moi je suis en 4e, je suis en 3e, ça va, j'ai le temps. Mais pas du tout, on n'a pas le temps du tout. Les acteurs, c'est la curiosité. Déjà, il faut être curieux. Il faut se dire, tiens, pourquoi pas, je vais y penser à mon orientation scolaire. Alors, pas tous les jours, évidemment, mais régulièrement, se dire, tiens, mais finalement, qu'est-ce qui me plairait? Donc, la curiosité, aller chercher sur Internet, en parler avec ses parents. Au démarrage, c'est ça, à 14-15 ans, c'est plutôt les parents. Avoir l'occasion de faire un stage. En 3e, en général, tous les collégiens font un stage. Il ne faut pas le prendre à la légère, ce stage-là. Il ne faut pas se dire, tiens, je vais aller chez le copain de papa, il vend des bières à côté, je vais être serveur. Bah, non, essayez de trouver un stage qui peut peut-être nous permettre de nous dire, ah, ça m'a plu, j'ai envie de faire ça plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut parler avec les parents de nos amis. Il faut faire des journées portes ouvertes d'école. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, voilà, il faut avancer doucement. Se dire, tiens, voilà, j'ai une orientation scolaire qui doit être prête dans 4 ans, en terminale. Par exemple, je dis 4 ans parce qu'en général, on commence à vraiment penser à l'orientation scolaire en 3e. D'accord? Là, on commence à se dire, est-ce que je vais vers un bac pro? Est-ce que je vais vers un bac général? Et donc, finalement, il reste à peu près 4 ans jusqu'au bac. Voilà. Voilà les acteurs de tout. C'est tout un ensemble de choses qui font que l'orientation scolaire est réussie. D'accord. Mais moi, par exemple, j'ai commencé mes études en mécanique. J'ai fait de la mécanique jusqu'en licence. J'ai travaillé. Et pendant que je travaillais, en fait, je me rendais compte qu'au final, dans tout ce que je faisais, je travaillais comme chef de projet. Et dans tout ce que je faisais, tout ce qui me plaisait, c'était la partie écoute des collaborateurs, apport de solutions. Je me dis, mais pourquoi j'ai fait toute une formation en mécanique pour n'avoir pour plaisir que le moment où on me dit, oui, il y a tel problème à tel endroit, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire? Et finalement, aujourd'hui, je fais de l'orientation. Disons que je travaille sur ces questions-là. Et à côté de ça, je fais un peu d'informatique. Pourquoi est-ce que finalement, les conseillers d'orientation m'ont pas aidé dans ce sens-là? Je me pose la question parce que tout à l'heure, on disait que oui, il y a l'orientation, mais elle n'est pas personnalisée. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ce problème de personnalisation-là quand on sait qu'au final, ça coûte cher, quoi, après? Voilà, vous avez mis le doigt où il faut. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a à peu près 40 élèves par classe. D'accord? On est bien d'accord? 40 élèves par classe. Et il y a, donc dans les lycées, on va dire qu'en moyenne, il y a un conseiller d'orientation pour 1700 lycéens. Vous imaginez? Un pour 1700. Comment voulez-vous qu'il fasse de l'orientation personnalisée? C'est impossible. C'est pas possible. L'orientation scolaire, c'est quelque chose de long. Ça me prend vraiment pour déterminer, ça nous prend, nous conseiller ton avenir, ça nous prend 6 heures pour déterminer pourquoi il fait l'élève. Et attention, c'est pas 6 heures de suite. C'est 6 heures étalées des fois sur 6 mois ou 1 an. Vous imaginez? Donc, on parle avec l'élève, bien sûr, on parle avec ses parents. Ça, c'est important, les parents. Il faut savoir d'où ils viennent, ces enfants-là. D'accord? Quelle est l'ambition que leur a projeté leurs parents?
voyez ce que je veux dire? Il faut, tout ça, Totalement. c'est important. Le profil de l'élève, ce qu'il a envie de faire, ses motivations. Mais tout ça, une conseillère pour 1600, comment voulez-vous qu'elle fasse? Elle sait pas tout ça. Donc, en fait, elle va dire à l'élève, OK, tu as l'air sympa, toi, tu parles beaucoup. Eh ben, va faire du commerce. Exactement ce qui s'est passé avec ma fille. Vous voyez ce que je veux dire? OK, tu aimes bien ta mobilette, ton scooter. Ah, bah oui, bah, fais de la mécanique, tu verras, c'est sympa. C'est peut-être ce qui vous est arrivé. Eh ben oui, mais c'est pas ça de la vie. Ok, c'est pas parce qu'on aime bien son scooter et qu'on aime bien retrouver ses copains et bidouiller le pneu ou la mécanique qu'on veut être mécanicien. On est bien d'accord. Donc en fait, D'accord. c'est la personnalisation qui manque. Je vous assure. C'est vraiment. D'accord. Et ça demanderait beaucoup d'argent en fait. Oui, effectivement. Maintenant, moi, je pose une autre question, toujours dans ce contexte-là, c'est est-ce qu'il n'y a pas un niveau politique là-dedans? Je m'exprime. Par exemple, euh, dans des régions comme Saint-Étienne, par exemple, où on a des écoles d'ingénieurs comme l'école des mines et autres centrales, est-ce que parfois, en fonction des régions, l'orientation n'est pas pensée pour le bassin d'emploi local? Ah bah oui, bien sûr, évidemment, parce que c'est vrai qu'on là, et à juste titre, on va leur dire, il y a du boulot, vous voyez, il y a des grandes écoles à côté de chez nous, restez ici, et après, vous trouverez du boulot à côté de chez nous. Mais vous savez aussi, inversement, les élèves, moi je le vois avec mes collègues qui sont à Marseille, mes collègues qui sont dans le Pays Basque ou en Bretagne, les élèves veulent pas partir, ils veulent rester dans leur coin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est dans les deux sens. Effectivement, vous avez des bassins où politiquement, c'est intéressant de les faire rester dans ces grandes écoles ou de faire aller plutôt dans ces grandes écoles d'ingénieurs, par exemple, ok, pour reprendre votre exemple. Mais il y a aussi l'inverse. Vous savez que vous ne bougez pas un Marseillais comme ça. Hein. Vous ne bougez pas un Bayonnais ou un Biarro comme ça. Ils veulent rester à côté de chez eux. D'accord, ok, Oui, ok, je ok. vous assure que ça, vous voyez, c'est quelque chose que j'ai découvert moi parce que je suis d'Île-de-France. L'Île-de-France, par contre, va partout, on s'en fiche de ça. À l'Île-de-France, c'est pas un problème. Mais les gens par région, ils veulent rester où ils sont. Et ils sont prêts à faire des études moins bien, je vous assure, c'est incroyable mais vrai. Ils sont prêts à faire des études moins bonnes, pourtant avec un très bon niveau. Ils vont dire non, je fais pas cette classe prépa parce que je préfère faire l'autre classe prépa qui est peut-être beaucoup moins bien classée, mais au moins je reste à côté de chez moi parce que moi, c'est Marseille avant tout. D'accord. C'est D'accord. dingue. Mais finalement, quand on est sur ce modèle d'orientation-là, quel est le niveau, on va dire, le niveau de passion? Je dis ça pourquoi? Parce que, par exemple, l'année dernière, un ami m'appelle, il me dit, écoute, Herman, voilà, j'ai ma cousine qui a eu son diplôme de comptabilité en poche. Et à peine elle a trouvé un contrat, elle a travaillé un mois et elle est allée s'inscrire pour un parcours de reconversion. Mm -hmm. Et là, je me demande, mais tu es allé faire un bac plus 5 et le lendemain de ton bac plus 5, tu veux déjà te reconvertir. À quel moment est-ce que la passion a pris coup? À quel moment est-ce qu'on s'est posé la question? Oui, on est à Marseille, c'est bien, tu aimes bien le coin, mais qu'est-ce que toi tu aimes? Est-ce que le métier, la ville et l'individu, ça colle ou pas? Alors, là, il y a deux choses. Parce qu'on peut être à Marseille et accepter de faire de la comptabilité, mais dans une école moins bonne, mais pourtant faire de la comptabilité quand même. Alors que là, dans votre exemple, c'est pas tout à fait pareil. La jeune fille, elle a accepté de faire de la comptabilité, alors que finalement, elle connaît pas, elle a pas forcément aimé, d'accord? Et finalement, une fois qu'elle est dans le monde du travail, elle déteste, a priori. Je pense qu'elle a eu tort d'abord de se faire embarquer dans la compta sans valider au démarrage qu'elle était faite pour ça. Donc, il y a un problème d'orientation scolaire pour moi. Un gros problème. Elle s'est laissée embarquer peut-être par ses parents qui, attention, c'est pas méchant ce que je dis, se sont dit, oh, je la verrais bien là-dedans. Mais les parents ne sont pas les plus intègres, je vous le dis franchement. Les parents connaissent leurs enfants, mais ils sont pas les mieux placés pour les orienter. Ça, c'est vrai, hein, je vous assure. OK? Donc, bah, elle n'a pas été motrice comme tout à l'heure, comme je vous ai dit. Elle s'est pas renseignée. Elle n'a pas fait de journée porte ouverte, sans doute, hein, je ne veux pas comme ça. Elle s'est pas dit finalement qui je suis vraiment. Et comme elle ne s'est pas posé toutes ces questions, elle a fait ce qu'on lui a dit de faire gentiment et elle s'est aperçue 5 ans après, ah ben non, ça ne me plaît pas du tout. Oui, mais il faut réagir avant. Il faut se dire des fois dès la première année, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette comptabilité? Je n'aime pas ça. Et elle a été trop gentille, trop raisonnable dans le sens pour faire plaisir. Elle est restée où elle était et elle s'est dit, et finalement c'est au bout de 5 ans qu'elle se dit, mais moi je ne vais pas faire ce métier-là tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, très bien, très bien. C'est souvent les parents qui sont un peu ambitieux, qui disent allez, vas-y ma chérie, crois-moi, tu vas avoir du travail, tu vas bien gagner ta vie, vas-y. Mais les enfants maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, les jeunes, ils s'écoutent.
Et cette jeune fille, elle s'est écoutée à bac+5. Certains s'écoutent à bac+1, certains s'écoutent à l'année du bac. Eh bien, elle s'est écoutée un peu trop tard, effectivement. C'est dommage parce qu'elle a perdu 5 ans. Bon, c'est jamais perdu de savoir d'avoir un diplôme de comptabilité. Mais mine de rien, ça va peut-être pas lui servir pour être chanteuse ou pour être, je ne sais pas ce qu'elle va faire après. Naturellement, naturellement. Ok, ça tombe bien que vous parlez des parents de cette manière parce que j'allais demander justement quel est finalement, qui sont les acteurs qui ont un impact dans la décision d'orientation et quel est leur niveau d'impact? Bah, les parents ont quand même un gros impact. Alors, tout dépend de l'élève. Vous savez, quand vous êtes adolescent, vous avez deux sortes d'adolescents. Des adolescents qui acceptent qu'on les conseille et des adolescents qui ne sont pas du tout rigolos. Hein. Donc, c'est pour ça aussi que notre rôle de conseiller d'orientation est important parce que nous, on est un peu une tierce personne neutre, je dis bien neutre, entre les parents et les enfants. Dans nos cabinets, on voit des fois des enfants qui ne parlent pas à leurs parents. On voit aussi des parents très autoritaires. On voit aussi des parents qui ne se parlent pas entre eux. On voit des enfants qui parlent à la mère et pas au père. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous, on est là pour fédérer tout ça. Mais c'est vrai ce qu'on voit quand même, souvent, même si c'est moins qu'avant, avec les années, je trouve que les parents ont quand même une grande place et ils pensent savoir pourquoi sont faits leurs enfants. Et du coup, souvent, ils se permettent de leur donner des conseils. Encore une fois, c'est gentil de leur part. Hein. Attention, les parents sont gentils. S'ils viennent, c'est gentiment qu'ils viennent. Mais ils ne sont pas encore une fois les mieux placés. Donc, la part des parents est importante, effectivement. Après, vous avez une part des professeurs. Je ne vous cache pas, personnellement, que je ne trouve pas ça très judicieux, par contre. Parce qu'un professeur ne peut pas connaître un élève quand vous avez 36 élèves dans votre classe ou 40 élèves dans votre classe. C'est un peu difficile de connaître un élève. Je suis désolée, je peux pas, j'ai pas la langue de bois, je vous le dis franchement. C'est difficile de connaître personnellement un élève, de connaître ses motivations. Des fois, vous avez des mauvais élèves qui seront très bons après parce qu'ils seront très motivés par un domaine. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, des fois, le professeur n'est pas capable de capter ça. Et puis, vous avez aussi des professeurs qui ne connaissent pas les formations. Il faut le savoir, hein. Les formations post-bac. Mais si vous n'êtes pas orientateur scolaire, comment vous les connaissez? Les professeurs, ce n'est pas leur métier. Moi, je ne suis pas professeur de physique. Je ne me permettrai pas de parler de physique, on est d'accord. Naturellement. Voilà. Donc, un professeur ne peut pas parler d'orientation scolaire. C'est un vrai métier, je vous assure, je fais ça depuis 13 ans. Il y a plein de choses à savoir. Et ce n'est pas parce qu'on a vu l'élève 3 heures par semaine, d'accord, entouré de plein d'autres élèves, hein, attention, hein, ok, qu'on sait pourquoi il est fait. Hein, ça, je peux vous le dire. Et qu'on connaît les formations. Non, on ne les connaît pas. D'accord. Mais ceci amène une vraie question, à savoir aujourd'hui, est-ce qu'il y en a suffisamment d'organismes comme le vôtre, par exemple, pour accompagner les gens ou pas? Ça, c'est la première question. Et ensuite, est-ce qu'il y a une barrière d'entrée? Parce que, oui, déjà, les enseignants aujourd'hui, moi, personnellement, ce que je trouve déplorable, c'est que les gens sont orientés parfois par rapport à leurs notes. Alors qu'il suffirait que la tête d'un enseignant ne plaise pas à un enfant pour qu'il ne suive pas ses cours et qu'il, par conséquent, n'obtienne pas les notes nécessaires. Donc, moi, par exemple, j'ai été orienté parce qu'en mathématiques et en sciences physiques, j'étais à l'aise. On m'a dit, c'est bon, t'es bon pour faire de la mécanique et en ingénierie. Oui, mais bon. Sauf que quelques années plus tard, c'est pas forcément vrai. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, les organismes comme les vôtres, il y en a suffisamment? Et ensuite, est-ce qu'il y a une barrière d'entrée pour que tout le monde puisse avoir accès d'une certaine manière ou d'une autre? Alors, les organismes, moi, bien sûr qu'il y a des concurrents à notre réseau. On est le premier réseau de France déjà. Il faut le savoir, on est très fiers. On est le premier réseau. On est le plus ancien réseau et le plus grand en nombre. Donc, moi, je forme tous les conseillers qui rentrent dans le réseau. D'accord? Ils sont formés par mes soins et donc, on fait on a la même façon d'aborder les choses, c'est-à-dire pourquoi je suis fait, d'abord, première chose. Première question, qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui va faire que je vais avoir envie de faire des études et un métier après? Ça, c'est très important. D'accord? Deuxièmement, on va dans la pratique. Quelle école, quelle formation, quelle licence, quel BTS est fait pour moi maintenant que j'ai découvert que j'étais fait pour faire de la communication? D'accord? Et là, on s'adapte aux notes. Et enfin, on va jusqu'au bout puisqu'on s'occupe des inscriptions Parcoursup. On s'en occupe jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on inscrit même l'élève qui le souhaite sur Parcoursup. Et enfin, on le prépare aux entretiens de motivation. Des organismes qui font ça, il y en a très peu. Je vous dis franchement. En général, il y a des organismes qui vont faire qu'une partie. C'est-à-dire, pourquoi je suis fait? Un test, par exemple. Test d'orientation scolaire, vous avez beaucoup de psychologues et beaucoup d'organismes qui font le test. Mais moi, ce que je me suis dit en 2007, quand j'ai eu ma fille, qui avait 17 ans, comme je vous ai dit tout à l'heure,
ça me fait de belles jambes de savoir que ma fille veut faire du commerce. Encore une fois, il me manque la deuxième partie de la phrase, c'est elle veut faire du commerce. Dans ces cas-là, il faut postuler à telle école et à tel BTS. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et Naturellement. c'est cette partie-là qui m'intéresse vraiment, parce que c'est une partie pragmatique et c'est celle-là qu'on n'a pas actuellement. Et donc, des réseaux qui font ça comme nous, pour répondre à votre question initiale, il y en a peu. Sincèrement, il y en a peu. Il y a 700 000 élèves qui passent le bac chaque année. Il devrait y avoir autant, enfin pas autant bien sûr, mais suffisamment effectivement de conseillers pour répondre à ces 700 000 élèves-là. Parce que je vous avoue que même un élève qui sait ce qu'il veut faire, même un élève qui veut faire médecine, par exemple, c'est une vraie vocation médecine, eh bien, il a besoin de venir au moins une fois à notre cabinet pendant 1 heure et demie. Parce que il faut qu'on lui explique médecine, il faut qu'on lui explique que les études sont difficiles, qu'il faut travailler comme un dingue dès le premier jour. Il faut qu'on lui explique les matières qui vont être enseignées. Il y a une stratégie dans médecine, il y a une stratégie dans le choix des vœux Parcoursup de médecine, et il y a une stratégie dans le choix de la faculté de médecine. Les facultés ne se valent pas entre elles. Pourtant, elles mènent au même métier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut en parler pendant 1 heure et demie, je vous assure, et c'est vraiment le minimum. Donc, finalement, sur 700 000 enfants qui passent le bac, eh ben oui, il devrait y avoir 700 000, c'est-à-dire tous, la totalité, qui viennent nous voir. Eh ben, c'est sûr qu'on a besoin d'être plus nombreux. Ça, je suis d'accord. Mais faire l'orientation scolaire comme ça, pas juste je suis fait pour être médecin, c'est pas suffisant, ça. Vous voyez? D'accord. Ok. Et justement, la deuxième partie de la question, c'est de savoir maintenant, déjà, est-ce que les organismes existants sont connus ou pas? Par exemple, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous le cacher. Avant de vous connaître, vous, par exemple, avant de vous contacter sur LinkedIn, comme j'ai fait le process, je ne connaissais pas du tout votre organisme. Je vous dis la vérité, je ne connaissais pas. J'ai commencé à taper conseiller d'orientation. J'avais des profils, j'ai regardé un peu ce que les personnes faisaient. Je suis arrivé sur vous, je vous ai contacté et vous avez répondu. Je vous en remercie encore grandement. Mais les organismes, on ne les connaît pas. Je veux dire, on n'a pas accès. Est-ce qu'il y a une barrière d'entrée, peut-être financière, peut-être d'information? Il y a des barrières, mais déjà, elles sont lesquelles? Et ensuite, je ne sais pas, comment les gens font pouvoir, par exemple, rentrer en contact avec vous? Ils font comment? Ah, bon, alors, il suffit d'aller sur notre site www.tonavenir.net et ils vont tomber sur tous les conseillers de France. Ils leur envoient un mail en disant, voilà, j'aimerais bien vous voir à distance ou en présentiel, hein, parce qu'on fait les deux. Et après, le processus démarre. Après, évidemment, c'est payant parce qu'on n'est pas du public. Nous, on est vraiment à notre compte, hein, on est entrepreneurs. Hein. Tous les conseillers de Ton Avenir sont entrepreneurs, ils sont à leur compte, ils ont une entreprise. Si vous voulez, ils sont seuls dans leur entreprise, mais en attendant, c'est eux l'entrepreneur, le dirigeant de leur entreprise. Donc, effectivement, c'est payant. Alors après, bien sûr, la barrière, ceux qui ne peuvent pas payer, malheureusement, ne pourront pas payer. Ça, je ne peux pas vous dire que… Mais de la même façon que ceux qui veulent prendre des cours de maths en dehors du lycée ne peuvent pas prendre des cours de maths en dehors du lycée. Naturellement. Malheureusement, on n'est pas égaux et financièrement, oui, je suis d'accord que c'est… On aimerait aider tout le monde, mais on ne peut pas aider tout le monde parce qu'on doit vivre nous aussi, en fait. D'accord? Donc, la barrière, elle est là, mais sinon, on commence à être un peu connu quand même. Bon, c'est vrai qu'on n'a que 13 ans. Les formations post-bac nous connaissent très bien. Nous sommes très bien notés sur Avis Vérifié. Vous connaissez Avis Vérifié peut-être? Complètement, oui. On a 4,9 sur 5. C'est énorme. Je pense qu'un parent qui cherche, parce que c'est plutôt les parents, hein, je vous avoue franchement, qui cherchent, les parents qui cherchent, en général, ils tombent sur nous et ils viennent nous voir. Voilà. D'accord. Très bien. Encore plus maintenant qu'on fait du distanciel. Parce que c'est vrai qu'avant, c'était pas pareil. Il fallait se dire, oh là là, il faut que je prenne le train, l'avion, le bus, enfin, j'en sais rien. Maintenant, voilà, avec le Zoom, c'est quand même facile. Okay. Il y a une petite question qui est arrivée par rapport à votre métier en lui-même. C'est quelle formation faut-il suivre pour être qualifié en tant que conseiller d'orientation et surtout quels sont les outils techniques permettant d'apporter le meilleur suivi possible sur des dossiers d'orientation à chaque élève? Alors, ça, c'est une question de formateur. Oui, voilà, c'est ça. Alors, j'imagine que Samuel est adulte. Enfin, ça ne doit pas être un… Oui, il est adulte, il est formateur. Oui, il est formateur en informatique. Alors, en fait, moi, les personnes qui arrivent dans le réseau, qui sont conseillers en orientation, ne sont pas du tout conseillers d'orientation à la base. Mais pas du tout. Ils viennent il y a des anciens ingénieurs, il y a des ressources humaines, il y a des psychologues, il y a des professeurs, il y a même une avocate. Enfin, voilà, vous voyez, rien à voir. Okay, et ce sont des gens qui ont eu envie, comme moi, en deuxième partie de carrière, de faire ça. Donc, ils ont trouvé le réseau sur le site, ils viennent me voir, je les sélectionne, je les forme. Une fois qu'ils sont d'accord pour rentrer dans le réseau, je leur donne ce métier en main.
Attention, je ne dis pas qu'ils seront psy-EN. Psy-EN, vous savez, c'est les conseillers d'orientation de lycée, parce que eux, ils sont fonctionnaires. Et là, pour le coup, il faut passer par la faculté. Il faut faire 5 ans d'études. Là, ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je dis que je fais du conseil en orientation. Je ne suis pas conseillère en orientation parce que sinon, j'emploie un mauvais mot, d'accord? Je fais du conseil en orientation pragmatique. Hein, c'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Donc, si Samuel souhaite avoir une formation, c'est possible et il sera qualifié, je vous assure, pour connaître tout ce qu'on connaît, nous, dans le réseau, c'est-à-dire la totalité des choses à savoir pour un élève. Après, pour les outils techniques, je mets à la disposition des outils techniques, évidemment, un test d'orientation qui nous appartient, hein, que j'ai fait développer par un psychologue et un informaticien. Donc, il s'appelle Ton avenir, le test. Ce n'est pas un test qu'on peut trouver ailleurs. Nous avons une base de documents, d'accord, avec plein de fiches dedans, plus de 4000 fiches dedans, qui reprennent l'intégralité de toutes les filières scolaires. Il y a une base de contact où les conseillers peuvent mettre leurs élèves, peuvent mettre leurs fiches élèves plutôt. Okay. Nous avons une base de formation pour connaître les formations post-bac. Nous avons un forum, nous avons beaucoup d'outils. Et c'est grâce à ces outils-là et aussi au bon sens du conseiller, attention, hein, aux échanges qu'il aura avec son élève et avec la famille, qu'il pourra faire le meilleur dossier possible sur l'orientation scolaire de chaque élève. D'accord, ok. Merci pour la réponse. Hein. J'espère que Samuel a trouvé également. Ouais, j'espère que c'était sa question en fait. Je me suis demandé si ça venait d'un jeune élève qui voulait être conseiller d'orientation. Et là, dans ces cas-là, il faut faire des licences de psychologie d'abord, ok, et après, au bout de 5 ans, s'orienter vers le conseil en orientation, d'accord. Mais si c'est pour faire du conseil en orientation comme je fais moi, dans ces cas-là, il suffit de rentrer dans le réseau, d'être sélectionné pour rentrer et d'être formé. D'accord, ça marche. Mais du coup, aujourd'hui, avec votre expérience, votre expertise, quel recul vous faites sur l'orientation en France de façon un peu générale, on va dire? Je pense que maintenant, les pouvoirs publics se sont aperçus que c'était un gros problème, l'orientation scolaire, que finalement, le problème, il venait de là. C'est-à-dire, vous savez, ça coûte de l'argent de rater une année. Ça coûte 11 000 € une année scolaire. Je ne sais pas si vous le saviez. Une année d'étudiant post-bac, ça coûte 11 000 € à l'État français. Si un élève rate, eh ben, c'est 11 000 € que les contribuables ont payé et sont jetés à la poubelle. On est d'accord, puisque l'élève a fait une année de droit, il s'est trompé, il va faire une année de médecine, et donc l'année de droit ne va lui servir à rien. C'est 11 000 € que le contribuable, c'est-à-dire vous et moi, avons payé pour rien. D'accord? Je pense que l'État maintenant a compris que le problème, c'est en amont qu'il faut le trouver, c'est-à-dire quelle est l'orientation scolaire qui va convenir à un élève de façon certaine pour qu'il n'y ait plus ces erreurs-là d'orientation. Donc, ils ont envie, je le vois bien, ils ont envie de mettre en place des heures d'orientation dans les emplois du temps, des élèves de seconde, de première, de terminale. Je vous avoue franchement que malgré que je vois ça, je vois ça en place, les professeurs ne sont pas formés pour ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, et finalement, ces heures d'orientation deviennent très souvent des heures à glander, excusez-moi du mot. Moi, je sais que mon fils, il était en seconde, il m'a dit, bah, maman, pendant les 2 heures, on discute, on fait des dessins, on fait des exercices qu'on doit rendre le lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une heure de perme, d'accord? Mais c'est normal que ce soit une heure de perme. La personne qui est en face, le professeur qui est en face, ne sait pas tout ça. Comment voulez-vous parler d'orientation scolaire? Comment voulez-vous faire de la poissonnerie si vous êtes boucher? Vous ne pouvez pas, on est d'accord. Non, mais il faut être clair. Comment voulez-vous moi, c'est encore une fois, je ne peux pas faire un cours de physique si je fais de l'orientation scolaire. Donc, pourquoi le prof de physique pourrait faire de l'orientation scolaire? Vous voyez ce que je veux dire? On lui donne une étiquette qui n'est pas la sienne. Ce n'est pas son étiquette n'est pas celle-ci. Son étiquette, c'est prof de physique, prof de maths, prof de français, d'accord? Mais pas orientation scolaire. Donc, les problèmes il y en a 2. C'est, il faut trouver des gens compétents et il faut leur donner de l'argent, il faut payer ces gens-là pour qu'ils puissent rentrer dans les lycées de façon indépendante, parce que l'État ne peut pas payer, enfin, ça peut être compliqué, une personne pour 1600, c'est pas possible, c'est pas suffisant, d'accord? Eh bien, il faut trouver de l'argent pour payer ces gens qui sont en libéral et leur dire, bah, occupez-vous bien des élèves. Et voilà, c'est tout. Ou alors, il faut demander aux parents de payer, mais les parents ne pourront pas tous payer, ce ne serait pas très juste. Je suis totalement d'accord avec vous. Totalement.
Ça va alors. Mais maintenant, comme on est dans la salle de classe, je ne sais pas si c'est toujours monnaie courante. Bon, ça fait un petit moment, je ne suis pas au lycée. Mais que pensez-vous du système d'orientation essentiellement basé sur les notes? Ah bah, j'aime pas du tout. Ça, alors là, en fait, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez des élèves qui sont pas du tout théoriques. Mais pas du tout. Ils se sont les années collège et lycée les ont saoulés, les pauvres, c'est terrible. Ils ont tiré, on les a tirés jour après jour, les parents les ont tirés pour qu'ils arrivent à ce fichu bac. Enfin, ils l'ont, d'accord? Mais ils l'ont ric-rac, hein, évidemment. Et pourtant, après le bac, ils vont s'éclater parce qu'ils adorent, je sais pas moi, ils adorent la psychologie, ils adorent la mécanique, ils adorent la cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, Totalement. ces enfants-là, on leur donne pas la possibilité de faire de la pratique pendant leurs années de seconde, première, terminale, même troisième. Du coup, ils s'éclatent pas, ils s'ennuient, ils perdent leur motivation. Des fois, ils dépriment, faut le savoir. Des fois, ils décrochent. Il y a du décrochage scolaire. Alors que si on leur avait simplement dit, bah, écoutez, voilà, vous n'avez pas l'air d'être motivé. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Qu'est-ce qui vous motive? Ah, vous voulez faire de la pâtisserie? Eh bien, écoutez, on va vous donner 3 heures de pâtisserie. Eh bien, je peux vous dire que l'élève, il se lèvera le matin facilement, là, à ce moment-là. Mais ce n'est pas le système scolaire français, malheureusement. Ce sont les notes de théorie, de matière théorique qui comptent. C'est terrible. C'est terrible, terrible, terrible. Heureusement, il y a des admissions parallèles, parce que pour ce genre d'élèves qui ne sont pas bons au lycée, eh bien, ils vont être jugés sur leurs mauvaises notes, malheureusement. Mais souvent, je les motive en disant, OK, tu vas passer par la petite porte, c'est-à-dire la grande porte post-bac, tu vas pas y arriver parce que tes notes ne sont pas suffisantes, mais on va y accéder à bac+2 ou à bac+3. Et Ok, ça, ce sont des ok. admissions parallèles et heureusement qu'elles existent. D'accord, très 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 bien. Bon, déjà, je reviens sur, parce que Samuel a apporté une précision, apparemment il ne vit pas en France. D'ailleurs, ça va nous permettre de voir également si ça fait partie de vos projections. Je réside au Cameroun et de ce que je sais, les débouchés peuvent varier d'une zone géographique, oui, c'est ça, géographique à l'autre. Du coup, est-ce que l'orientation dans votre groupe, justement, s'appuie-t-elle aussi sur la zone géographique où elle est fixée pour couvrir les métiers uniquement en France? Alors, Justement, oui, oui, tout à fait, la question est bonne. Alors, nous, on s'occupe principalement des formations en France, c'est-à-dire que les élèves peuvent venir de partout. J'ai un collègue, il est à Abidjan. J'ai une autre collègue qui est en Martinique et j'ai une autre collègue qui est à Tunis. Vous voyez qu'il y a aussi des collègues qui sont en dehors enfin, bon, de la France métropolitaine. c'est des dom-toms, mais ça reste la France, mais en attendant qu'ils ne sont pas sur la métropole, d'accord? Mais tous leurs élèves souhaitent faire des études en France. Très Donc, bien. là, dans ces cas-là, il n'y a aucun problème. Que vous êtes en Thaïlande, au Cameroun ou je ne sais pas où, n'importe où au bout du monde, l'orientation scolaire, c'est pourquoi je suis fait, et ça, c'est international, parce que même un Néo-Zélandais au bout du monde va devoir se poser la question un jour ou l'autre. Par contre, effectivement, ce que nous connaissons, c'est les filières françaises, à quoi on peut prétendre, quels sont les attendus, quels sont les bulletins qui sont attendus, et le profil de l'élève, mais ça, c'est international. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Alors, moi, j'aimerais savoir un truc. C'est une question que je me pose d'ailleurs assez souvent. Quel est le parcours idéal dans une chaîne d'orientation pour dire que finalement, on a réussi l'orientation de l'enfant? Et ensuite, quels sont les éléments de mesure qui permettent de valider cette réussite-là? C'est vrai que c'est Alors, à double volet, mais oui. je me permets de préciser vraiment, hein. Dans le Alors, sens où, le planning idéal, il y en a un, c'est vrai. C'est d'abord venir en troisième, parce que la troisième, c'est la première fois qu'un élève peut être orienté. D'accord? Vous savez qu'à la classe de troisième, c'est ou voie générale, après, ou voie professionnelle. Professionnelle, bac pro ou CAP. D'accord? Donc déjà, il faut se poser cette question-là en troisième. Après, il faut revenir en seconde, parce que si l'élève a été en seconde générale, il va se poser un problème. Il va se poser un problème à ce moment-là. C'est le choix des 3 spécialités de première. Vous savez qu'il y a un nouveau bac maintenant, depuis 2021, il y a un nouveau bac qui nécessite le choix de 3 spécialités en première. Et en seconde, il faut absolument se poser la question parce que si on les choisit mal, je vous assure, c'est très grave, on ne peut pas faire ce qu'on veut après le bac. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'un élève de 15 ans, s'il choisit mal ses spécialités, il ferme la porte à double tour de peut-être ce qu'il voudra faire 2 ans après. C'est très grave. Hein.
Je vous assure que c'est vraiment très embêtant. Donc, il faut prendre ça très au sérieux. Donc, en seconde, nous voyons beaucoup d'élèves. Et puis après, une fois qu'on les a vus en seconde, qu'on a déterminé les 3 spécialités avec eux qu'il faut faire, on les revoit en général fin de première, début de terminale, pour affiner avec eux leur orientation scolaire et enfin pour affiner surtout quel vœu on peut mettre sur Parcoursup en fonction des bulletins. Parce que vous le savez très bien, Parcoursup ne regarde quasiment que les bulletins. D'accord? Et du coup, bah, nous, on est là pour affiner. Ça passera. Ça passera pas. Donc, on va tenter que ce qui passera parce que pour pas se retrouver au mois de juillet avec rien. D'accord? Et voilà. Donc, et c'est comme ça que finalement, l'orientation scolaire se passe très bien. Les élèves qui font ça qui viennent avec leurs parents en 3e, je vous assure qu'ils sont sereins, ils sont zen. Les parents sont tranquilles, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. C'est voilà, c'est l'inverse de l'orientation scolaire comme on en voit tous les ans aussi. Des élèves qui arrivent au mois de janvier, au secours, c'est Parcoursup, je vais avoir mon bac bientôt. Comment je fais maintenant? Alors là, c'est la panique à bord. Il y a la maman qui pleure, il y a le papa qui s'énerve, le fils qui se braque parce que le papa quand il s'énerve, le fils se braque parce qu'un adolescent, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément facile tous les jours. Bref, pour voir l'avenir sereinement, je vous assure qu'il faut s'y prendre tôt. Et donc la 3e ou la seconde maximum, c'est le moment. Très bien. Et maintenant, du coup, en deuxième volet, quels sont les outils de mesure finalement pour savoir que, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'avec 13 ans de recul, vous avez certainement des étudiants qui sont passés entre vos mains et que vous avez suffisamment de recul. Quels sont vos outils de mesure aujourd'hui pour savoir que on a réussi telle orientation, voilà, ça s'est passé comme si après? Alors, déjà, on a 2 outils de mesure. Enfin, on a déjà à la base un outil qui est très important. Nous conservons de façon anonyme les bulletins de nos élèves. Je dis bien de façon anonyme. Pourquoi? Parce qu'on sait, de façon à ce qu'on sache les années suivantes, avec quel bulletin on peut rentrer à la prépa Louis le Grand. Je dis n'importe quoi. Avec quel bulletin on peut rentrer à la prépa Henri IV. Avec quel bulletin on peut rentrer à l'école des mines. Je dis n'importe quoi. OK? Donc déjà, nous, on conserve ça. Ça nous permet finalement de pouvoir dire à un élève, regarde, tu as vu cet élève-là, il est rentré à Sciences Po, tu n'as pas du tout ces notes-là, ça ne va pas passer. Ou inversement, regarde, tes bulletins sont magnifiques, j'ai un élève l'année dernière qui est rentré à Sciences Po avec ceux-là, donc tu as de fortes chances d'y rentrer. Ça, c'est déjà un élément de mesure. On est d'accord? Naturellement. Après, je dirais que je n'ai pas vraiment d'éléments de mesure. J'ai surtout des élèves, des étudiants, des jeunes qui me disent « Madame Laborde, je suis super heureux, j'ai intégré l'école que vous m'avez conseillée, je m'éclate, j'adore, plus tard, je vais devenir je ne sais pas quoi, ou alors j'ai intégré le master je ne sais pas quoi, de marketing ou de je ne sais pas, j'aime beaucoup. Et des fois, certains m'écrivent même des fois 5 ans après, c'est-à-dire à la fin de leurs études, en me disant vraiment merci. C'est grâce à vous ou grâce à les conseillers, c'est pareil, hein, je ne suis pas la seule, encore une fois. Merci beaucoup. Je sais que je suis pas là, je suis là pour faire quelque chose qui va me plaire. Et ça, c'est un grand luxe, je vous assure, de faire quelque chose qui plaît. Mais je n'ai pas d'éléments de mesure, je n'ai pas d'outils de mesure, je veux dire, c'est ça. Ça va être des témoignages, des gentils témoignages de jeunes qui disent, bah, tiens, voilà, je suis super content, merci beaucoup. D'accord. Ce que je peux vous dire, c'est qu'inversement, on n'a pas d'élèves qui se réorientent dans nos élèves. Ah, jamais. Ça, c'est un bel outil de mesure. Voilà, par exemple, pour moi, par exemple, si je veux être client demain, c'est de savoir est-ce que dans vos étudiants, il y a des gens qui ont fini par changer de métier demain ou quoi? Eh ben, vous allez voir, non, pas du tout. Aucun de nos élèves change de métier. Alors, on verra quand ils auront 40 ans. Hein. Moi, j'aurai 40 ans, vous savez, voilà, l'eau sera passée sous les ponts. Hein. OK? Mais l'important pour nous, c'est qu'ils ne changent pas comme la jeune fille de tout à l'heure. Au bout d'un mois de comptabilité, moi, je veux changer. Voilà, c'est embêtant quand même. Je suis totalement d'accord. Oui. Alors, depuis tout à l'heure, on est un peu toujours dans cet aspect, un peu, on va dire, orientation scolaire. Pourquoi je dis ça? J'aimerais qu'on parle également du côté orientation professionnelle. Je m'explique. Il m'est arrivé d'intervenir dans un lycée en zone prioritaire dans la région lyonnaise, puisque moi je vis à Lyon, pour parler d'orientation. Et je me rappelle l'intervention d'un enfant, d'un petit de 14 ans comme ça, qui me disait qu'il aimerait devenir boulanger. Il m'a dit ça. Je lui dis, OK, très bien. C'est un très bon métier de toute façon. Et puis même en termes business, c'est un bon business. Maintenant, je lui ai demandé, est-ce qu'il savait à quelle heure se réveillait un boulanger? À quoi ressemblait la journée d'un boulanger? Il ne connaît ni à quoi ça ressemble, ni les horaires, ni l'impact du travail.
Bref, il n'en sait pas grand-chose. Il sait juste que ça sort des croissants et des pains au chocolat et il aime bien, ça tombe bien. Et justement, je me suis posé la question au final, oui, c'est bien beau d'aimer ces métiers-là. Il pourrait arriver que parce qu'on aime les croissants et les pains au chocolat, on parle de ça en longueur de journée et finalement, on arrive à polluer l'environnement d'orientation parce qu'on aime les pains au chocolat. Qu'est-ce qu'on fait finalement pour arriver à allier les notes, les bulletins et le métier qui correspond à l'individu? Tout à fait. Alors, oui, je complète juste parce qu'on aime les pains au chocolat ou les croissants et aussi parce que l'élève s'aperçoit vite que le fait d'avoir juste dit à ses parents, bah voilà, je veux être boulanger, il est plus dérangé par les questions des parents. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux faire et tout. Allez, hop, boulanger, ça vous va? Et hop, alors là, c'est cool après. Là, c'est cool. Donc, il y a deux choses. Le pain au chocolat, ils les aiment. Les croissants, pareil. Et au moins, ils n'ont plus les papas et les mamans derrière leur dos. Donc ça fait trois avantages. Mais vous avez tout à fait raison. Mais c'est incroyable. Je vous assure le nombre de personnes qui me disent je veux faire, comme vous dites, bah, de la pâtisserie. Ah, ok. Mais tu te rends compte que c'est quand même tous les jours, même le dimanche. Ah bon? Ah, alors l'exemple type, c'est j'ai envie d'être pilote dans l'armée. Ah, d'accord, ok, bah c'est bien ça. D'accord, mais est-ce que tu es au courant de ce qu'ils font exactement les pilotes dans l'armée? Bah oui, bien sûr. Ils prennent des avions qui vont super vite. Alors, bref, vous voyez, le garçon, c'est souvent des garçons, hein, c'est comme ça, malheureusement, c'est comme ça. Ok, mais quand je leur explique qu'il faut qu'ils larguent des bombes, peut-être qu'ils doivent larguer les bombes, je vous assure, ils se décomposent. Ah bon? Bah, je dis, mais c'est l'armée. C'est pas pour rigoler. On n'est pas sur Top Gun, là. On est dans l'armée, ok? Ah, bah alors là, il tombe des nuls. Ah non, ça me plaît pas, ça. Je vais peut-être tuer des gens. Bah oui, tu vas tuer des gens, sûrement, peut-être. S'il y a quelqu'un en dessous, oui, c'est sûr. Ah non, ça me plaît plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pareil que Totalement. Et alors là, le mieux, c'est effectivement d'aller sur le terrain. Pour le boulanger, c'est plus facile que d'être pilote dans l'armée, mais il faut faire des stages, absolument. Un élève qui dit à ses parents, j'ai envie d'être boulanger, super, eh bien, je vais aller dans la boulangerie à côté, je vais leur dire, vous ne pouvez pas prendre mon fils pendant 2 ou 3 mois, là, pendant les vacances? Eh bien, ou même 1 mois, eh bien, ça suffira pour dire, ah ouais, ça m'a plu, j'ai adoré ou pas. Si on met pas la main à la pâte, si on va, c'est le cas de le dire pour la boulangerie, hein, si on met pas la main à la pâte, on va pas sur le terrain, eh bien, on connaît rien du tout du métier et on ne se rend pas compte. D'accord. Ok, oui, le stage. Mais le problème aujourd'hui en France, par exemple, c'est que je crois que le stage, c'est à partir de 16 ans, et évidemment, c'est qu'en troisième, un truc comme ça. Si je dis pas alors, le stage, c'est troisième, des fois seconde. Par contre, 16 ans, c'est travailler. Donc, ils peuvent faire des petits jobs. Mais, petit job, si vous n'avez pas de formation, le boulanger, il ne va pas courir après vous, hein, je peux vous dire. Hein. Donc, c'est plutôt un stage. Hein. Oui. D'accord. Mais est-ce que ce serait peut-être pas, je pose vraiment la question, c'est uniquement énigmatique, vous êtes beaucoup plus expert que moi. Ça dépend, je sais pas pourquoi. Est-ce que est-ce que ce serait peut-être pas mieux d'avoir finalement des mini-stages chaque été, peut-être à partir de la sixième, je ne sais vraiment pas. Hein. Bien sûr, en fonction de la difficulté à l'entrée de certains métiers, de la complexité, de la dangerosité et tout ce tralala. Mais parce que finalement, je pense que quand on a 10 ans, on peut aimer 5-10 métiers sans vraiment savoir ce qui nous va au final. C'est vrai. Est-ce que ce serait peut-être pas mieux d'avoir plusieurs stages? Oui, oui, oui. Alors, ça existe maintenant. Les quatrièmes proposent des quatrièmes pro, vous savez, semi-pro, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on peut commencer à faire à toucher à des métiers concrets. Hein. C'est des métiers professionnels, enfin je veux dire, des manuels souvent. Vous voyez ce que je veux dire? L'alimentaire, la mécanique, des choses comme ça. Et on peut toucher à ça pour finalement faire un petit tri. Ça, j'ai pas aimé, ça, j'ai aimé. Et on commence, donc c'est assez nouveau. Ça peut-être quelques années, hein, quand je dis nouveau, c'est pas d'hier. Hein. Là, du coup, en quatrième, on peut faire ça et en troisième, on peut poursuivre. D'accord? Bon, après commencer en sixième, pourquoi pas? C'est peut-être un peu jeune. Les élèves de 11 ans, ils sont encore très jeunes. Je trouve que quatrième et troisième, c'est pas mal, effectivement. Mais malheureusement, ce sont que les métiers manuels qui vont leur être proposés. On va pas leur dire, tiens, est-ce que tu veux être ingénieur? Parce que ça, ce sont des métiers de l'entreprise. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas leur parler de marketing, on va pas leur parler de ressources humaines, on va pas leur parler de choses de communication. On va leur parler, tiens, est-ce que tu veux être, je sais pas moi, encore une fois, charcutier, coiffeur, esthéticienne, vous voyez, des choses comme ça. C'est déjà bien, mais je trouve que c'est limité quand même.
Oui, et ça amène justement une question. Un jour, il y a une conseillère d'orientation au lycée a dit la phrase suivante à un copain à moi, il faut un ingénieur pour 10 techniciens. Mhm. Donc, littéralement, si on amène tout le monde vers l'ingénierie, à un moment donné, on tombera vers le problème que d'ailleurs on commence à rencontrer en France aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont des qualifications de bac+5, mais qui se retrouvent à travailler à des postes où on aurait besoin juste des techniciens, par exemple. Oui, sans doute. Ça dépend des domaines de l'ingénierie. Il y a des domaines qui sont vraiment, qui ont besoin d'ingénieurs. Pour l'instant, l'ingénierie, on dirait que je vais dire que c'est un domaine quand même où il y a encore des besoins. Hein, donc, ok. Naturellement, Mais vous naturellement. savez, moi, ce que je dis souvent, c'est que quelqu'un qui est motivé, il va bien travailler, il va bien faire son job et il va gagner sa vie. Celui qui ne l'est pas, il va pas faire pas bien son job et il va pas gagner sa vie parce que finalement, il va pas être à la bonne place. Il faut laisser sa chance au produit. Un enfant, un jeune qui a de la niaque, même s'il veut faire quelque chose de risqué, quand je dis risqué, c'est-à-dire des études d'art, par exemple, c'est quand même des études qui sont où on a du mal à gagner sa vie, mais un élève qui adore ça, il faut pas lui couper l'herbe sous le pied en lui disant on va faire autre chose. Parce que ça reviendra toujours, il sera toujours déçu toute sa vie de ne pas avoir suivi ce qu'il avait vraiment envie de faire et du coup il le fera pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je suis pas pour freiner, oui bah tu vas pas faire ça parce que finalement c'est bouché. Je vous donne un exemple. J'ai un élève, quand il est venu me voir, on a découvert qu'il fallait qu'il soit ostéopathe. Il a OK. adoré le métier. Il a adoré. Il m'a dit, ah oui, j'adore ça, c'est super, j'adore toucher, j'adore tout ça. OK, l'ostéopathie. Je lui dis, attention, c'est un domaine où il y a il n'y a pas beaucoup de place. C'était, à l'époque, en tout cas, il y a quelques années, il y avait peu de débouchés. Parce qu'il y a eu beaucoup d'écoles d'ostéopathie qui se sont montées, sans limite, si vous voulez. Du coup, il y avait trop OK. d'ostéopathes sur le marché. Donc, je lui ai dit, attention, Florian, c'est une voie qui est un peu difficile au final. Il me dit, oui, mais moi, j'adore ça. Je lui dis, tu as tout à fait raison. Si tu adores ça, il faut y aller. Et ben, il a fini ses études. Ça fait peut-être 8 ans maintenant. Et il m'a donné de ses nouvelles il n'y a pas longtemps. Il est parti en Nouvelle-Calédonie. Il est ostéopathe. Il adore, mais il adore. Il s'est installé avec un autre ostéopathe, un kinésithérapeute dans un cabinet de groupe. Il me dit, je cartonne et je vais me marier. Écoutez, tout va bien, quoi. Il adore ce qu'il fait. Il a du job. Il gagne sa vie. Il va se marier. Enfin, tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Naturellement, totalement, totalement. Et je suis totalement d'accord avec ça. Sauf à une virgule près que j'aimerais que vous éclaircissiez naturellement. C'est justement, quelle est la limite finalement entre la passion et le réalisme métier? Pourquoi je dis ça? Je vais vous prendre un exemple simple. Le digital aujourd'hui est en train de tout révolutionner. Je dis bien, tout le monde y passe. Oui. L'expert comptable de 2001 ne sera pas l'expert comptable de 2022. Ça, faut qu'on soit clair là-dessus. Oui. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour dire, par exemple, à quelqu'un que tu aimes bien le piano, c'est très bien, mais des Mozart, il y en a deux. Est-ce que ce serait peut-être pas mieux de, non, il faut le dire, est-ce que ce serait peut-être pas mieux finalement de faire, par exemple, un métier à fort besoin comme l'informatique, et ensuite, quand on gagne bien sa vie, on finance sa passion? Je pose la question, mais aujourd'hui, avec l'évolution digitale, la question a le mérite d'exister, quoi. Comment est-ce qu'on fait? Quelle est la limite justement entre la passion Alors, et déjà, le vous devez métier? voir qu'il y a peu de gens qui ont une passion. Déjà. Je vous assure, c'est peu. Et ceux qui l'ont, c'est tellement joli, tellement beau. J'adore ces élèves-là. Parce qu'ils parlent avec leur cœur. Hein. Ils arrivent et ils vous disent, mais moi, je veux faire que ça. Je veux faire que ça, c'est même pas la peine. Vous pouvez me parler de ce que vous voulez. Je veux faire que médecine. Je veux faire que c'est des métiers évidemment de vocation. Hein. Je veux être acteur. Je veux être, j'en sais rien, d'accord. Ces élèves-là, vous pouvez pas les faire changer d'avis, je vous assure. C'est incroyable, mais vrai. Vous pouvez pas. Ils rêvent de ça depuis qu'ils sont nés. Je veux être architecte. Ils veulent être architectes depuis longtemps. Même à l'époque des caplas, de je sais pas quoi, avec les jeux, etc. Ok. Donc ces élèves-là, moi je dis que c'est une chance et il faut les laisser faire. Parce que vraiment, ils ont la chance que ça marche. Hein, vraiment. Si on leur dit à eux, fais autre chose, mais à qui qui c'est qu'on va mettre en médecine et en architecture alors? C'est eux qui doivent être poussés vers leur passion, parce qu'ils la réussiront et je vous assure qu'ils gagneront leur vie avec ça. Ce qui m'embête un peu plus, c'est les élèves qui n'ont pas de passion. Alors ceux-là, ça je vais vous dire, c'est la majorité. Hein. C'est, je sais pas, il y a tout qui me plaît, mais il y a pas, finalement, il n'y a rien qui me plaît vraiment. Ça, c'est compliqué, par contre, pour le coup. Et là, du coup, on n'est pas dans votre question, parce que là, il n'y a plus de question passion, puisqu'elle n'est pas là, la question passion. Et là, la raison arrive. Là, je suis d'accord avec vous. Là, on commence à se dire, attends, tu ne vas pas choisir
de faire de l'art alors que tu sais pas beaucoup dessiner, tu n'es pas très motivé, tu vas pas aller voir les expos, tu n'aimes pas l'histoire de l'art. Qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Tu vas pas gagner ta vie au final. D'accord? Donc, autant qu'on fasse quelque chose de clair, de raisonnable. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, Totalement. est-ce que je sais pas si je réponds bien à votre question, mais je crois qu'il faut laisser parler le cœur quand il y en a. Si on n'a pas, oui, là, on tombe dans la raison. Je suis d'accord. Ok, ok, très bien. Il nous reste exactement 9 minutes. On va donc parler maintenant de ceux qui ont été orientés d'une certaine manière, peu importe laquelle, et qui, au bout de 10 ans de métier, se disent, c'est bon, j'ai eu ma claque. Je pense que je veux devenir surfeur. Et bon, j'ai dit surfeur, mais j'aurais pu dire autre chose, c'est-à-dire la reconversion. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que dans le milieu de l'orientation, on appelle reconversion? Alors, moi, nous, on est vraiment spécialisé dans l'orientation scolaire. Donc, le scolaire veut bien dire, en principe, des élèves qui sont entre la troisième et, on va dire, entre 15 ans et 25 ans. D'accord? Mais un élève, un jeune adulte de 30 ans, par exemple, qui en a ras-le-bol de son métier, la question peut se poser, on va dire que ça s'appelle la réorientation, puisqu'il va se réorienter, d'accord? Nous, on pourra l'aider que à trouver ce qu'il veut faire, hein, peut-être, parce que c'est-à-dire quelle est la nouvelle orientation qui va l'aider, mais il y a aussi des bilans de compétences que nous ne faisons pas. On ne s'occupe pas d'adultes, en fait. Mais les bilans de compétences sont là pour ça, ok? Parce que après, il faut savoir qu'une fois que le bilan de compétences a révélé qu'une personne adulte est faite pour ça, c'est les formations continues, parce que ça s'appelle formation continue à ce moment-là, elles ne sont pas du tout de notre domaine. Nous, on fait de la formation initiale. La formation initiale, donc, c'est pour des jeunes de 15 ans à 25, comme je vous ai dit. La personne de 40 ans qui veut se reconvertir, c'est de la formation continue et c'est totalement différent. La seule chose qu'on a de commun, c'est la recherche d'orientation. Ça, on pourrait, oui, parce que finalement, le test, c'est la même chose. Pourquoi je suis fait, quels sont mes objectifs professionnels, quelle est ma motivation, quelle est ma personnalité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à part ça, on ne peut pas aller jusqu'au bout de la phrase. Vous savez, de la deuxième partie de la phrase dont je vous parlais tout à l'heure. Ben non, parce qu'on n'a pas la connaissance des formations continues comme on a la connaissance des formations initiales. D'accord, ok. Donc, votre expertise, c'est essentiellement sur des jeunes, sur de l'orientation scolaire. C'est vraiment notre cible. Notre cible, c'est vraiment ça. Oui, tout à fait. Ok, ben restons là-dedans, ça tombe bien, c'est votre expertise. Et ça m'amène à demander un truc. On constate quelque chose, notamment en Occident, c'est-à-dire que le fils du médecin, généralement, est médecin. Vous, dans l'orientation, il pourrait arriver que le père est médecin, il aimerait bien que l'enfant devienne médecin, mais l'enfant, lui, veut devenir, je sais pas, architecte, par exemple, et il y a un conflit familial, on va dire ça comme ça. Quand vous êtes dans cette configuration-là, comment est-ce que vous faites pour expliquer à l'un et à l'autre, voilà, la prise de position, elle se fait comment? Alors, ça arrive très souvent, ça, hein, d'accord? Des parents qui essaient de gentiment donner montrer leur volonté, qu'ils aillent de leur côté, que parce que le grand-père a fait architecte, le père a fait architecte, donc le fils doit être architecte ou la fille doit être architecte. Pareil pour la médecine. Ça concerne souvent des métiers de passion, hein, aussi, ça, hein, on est d'accord. Hein. On ne dit pas à sa fille, tu vas faire des ressources humaines parce que moi, j'ai fait des ressources humaines. C'est plus rare, on va dire. OK? Alors, on voit ça très souvent dans nos cabinets. Et moi, je vous avoue franchement que c'est très clair dans notre tête de nous, conseillers d'orientation ton avenir. C'est voilà comment quand je l'entends, ça, je dis, écoutez, je pense que si vous êtes là, je parle aux parents et à l'enfant. Si vous êtes là, c'est pour le bien de Martin, de Jérémy, de Louise. On est d'accord? Moi, je ne suis pas là pour tirer ni du côté des parents, ni du côté de l'enfant. Moi, je suis neutre. Mais ce que je veux, c'est que votre fils ou votre fille soit heureux professionnellement. N'attendez pas de moi, ou n'attendez pas de nous, hein, les conseillers disent la même chose, n'attendez pas de nous qu'on prenne votre parti parce que vous jugez, vous, que votre enfant est fait pour ça. Dans ces cas-là, il ne fallait pas venir. Vous n'avez pas besoin de nous si vous pensez que votre fils est fait pour être architecte ou médecin comme votre père et vous-même, d'accord? Donc, nous, on est neutre, on ne rentrera pas là-dedans. Ça, je vous assure, on ne veut pas rentrer là-dedans. Et je veux vous dire franchement, ça s'arrête très vite. Les parents, ils disent, ah oui, bien sûr, oui, vous avez raison. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'arrête. Inversement, Herman, nous avons aussi des enfants qui disent, oui, mais moi, je suis là, mais parce que mon père, il veut absolument que je fasse ça, j'en suis sûre, etc. Mon père me dirige, etc. Et là, on leur dit exactement la même chose aux jeunes.
Si ton père voulait vraiment que tu fasses ça, tu serais pas là non plus. C'est lui qui te paye, hein. C'est lui qui paye ça, notre rendez-vous à tous les deux aujourd'hui, d'accord? S'il paye, c'est bien qu'il est d'accord pour qu'on trouve ce qu'on va trouver, pas pour qu'on t'amène vers où il veut que tu ailles. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, absolument. L'histoire s'arrête, mais je vous assure, tout le monde s'arrête, tout se calme. En fait, on est du côté du jeune. Et vous savez, ça m'est arrivé qu'une seule fois dans mes 13 ans, qu'une seule fois où le papa s'est levé pas content parce qu'il n'était pas d'accord avec moi. Mais vraiment pas content. Oui, je suis pas content, je suis venu pour que vous raisonniez ma fille, il m'a dit. Pour que vous raisonniez ma fille. Et je lui ai dit, non, je suis pas là pour raisonner votre fille. Je suis là pour trouver pourquoi elle est faite. Et c'est pour ça que vous êtes venu. Si c'était pas pour ça, il fallait pas venir. Il est parti presque en claquant la porte. Je vous assure que j'étais pas très bien. Hein. J'étais bien triste. J'imagine. Ouais. Eh bien, il est revenu 3 mois après en me disant, merci. J'ai entendu ce que vous m'avez dit. J'ai eu du mal à avaler la pilule. Hein. Il a eu beaucoup de mal à avaler. Mais ma fille maintenant est heureuse dans la voie qu'elle a choisie. Je vous assure, ça me donne la chair de poule encore. Ça fait longtemps que c'est pourtant cette histoire. Et ben la gamine, elle s'est épanouie, elle a réussi, elle s'est éclatée, elle a réussi des concours parce qu'elle s'est écoutée et elle n'a pas écouté finalement ce que son père préconisait pour elle, alors qu'il pensait que c'était juste. Ben non, c'était pas juste. Donc on est du côté de l'élève avant tout. Même si le client juridique, c'est le parent. C'est ça qui est un peu, je suis d'accord. Mais finalement, on s'y retrouve parce que même si le papa était pas content, si j'avais été dans son sens, regardez, imaginez la chose. J'aurais été dans le sens du papa. La fille n'aurait pas été contente. OK? Au bout d'un moment, le papa m'aurait dit, bah, finalement, vous voyez, ça a servi à rien notre rendez-vous. Parce que finalement, elle n'est pas contente, ma fille. Mais oui, mais moi, l'idée, c'est qu'elle soit contente. Eh bien, voilà. Donc maintenant, elle est contente et le papa a retrouvé ses couleurs parce que la fille est contente. C'est vrai qu'en tant qu'opposition de parents, finalement, c'est un peu compliqué parfois. Oui. Parce qu'on veut le bien de son enfant, mais on ne sait pas forcément comment faire et on pense parfois bien faire, alors c'est pas l'idéal. C'est toujours un peu délicat. Oui, c'est très délicat et j'ai eu un exemple aussi inverse. J'ai des parents des fois qui me disent je veux surtout pas me mêler de ça parce que je veux pas qu'ils me disent après oui c'est ta faute si j'ai fait ça. Alors pour le coup les parents vous leur dites parce que j'étais dans la question qu'on pose, il y a aussi une question pour les parents. Donc quoi vous le voyez votre fils ou votre fille. Et là, il y a des parents qui disent « Ah non, je veux pas répondre. » Et c'est arrivé une fois, je vous assure, il y a une maman qui m'appelle en me disant « Mon fils, voilà, ça fait 3 ans qu'il rate après le bac. 3 fois. Il a commencé médecine, il a raté. Il a fait médecine, il a raté. Maintenant, il est en biologie en Suisse et il va rater. » Elle me dit « Est-ce que vous pouvez le voir ?» On était au mois de juillet, donc vous voyez, le mois de juillet, c'est compliqué. Hein, comme le mois de juillet, c'est la fin de l'année. Je reçois ce jeune-là. On discute avec lui. Je discute avec lui, la maman n'était pas là. Je discute avec lui et là, je lui dis, mais t'as pensé à la psychologie? Parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très fort chez toi. Il me répond, moi, le problème, c'est que ma mère est psychologue. Je lui dis, alors, c'est quoi le problème? Je comprends pas. Ah non, mais avec ma mère, on parle jamais de ça. Parce qu'elle veut surtout pas que je fasse ça, parce qu'elle pense que c'est elle qui va m'attirer là-dedans. Je lui dis, oui, mais enfin, en attendant, tu étais pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai appelé la maman, je lui ai dit, écoutez, votre fils, il était pour ça. Ah bon, vous croyez? Et donc, en fait, elle voulait tellement pas l'attirer vers elle que finalement, elle s'est trompée. Ouais. C'est dingue, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on voit tous les cas de figure, en fait. C'est vraiment incroyable, ces cas, comme ça. Donc, je veux vous dire, il a fini ses études de psycho. Il a cartonné. Sa maman, je la vois des fois chez le coiffeur, pour tout vous dire. Elle me dit, Madame Laborde, c'est extraordinaire. Il réussit maintenant, il donne des conférences de psychologie alors qu'il a 28 ans ou 29 ans maintenant. Elle me dit c'est génial. Quoi. Donc, voilà, c'est tout. Donc, vous voyez, vous avez de parents, hein, des parents qui tirent, des parents qui ne tirent pas, des enfants qui sont là sans vouloir rien faire, d'autres qui tirent aussi. Enfin, dernière question, ou peut-être, je ne sais pas si c'est vraiment une question. Quand je vous entends parler, peut-être que c'était moi le conseiller d'orientation aujourd'hui parce que je vous sens vraiment épanoui dans ce que vous dites finalement. Et j'ai envie de savoir, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? J'adore, on adore tous, hein, vraiment. On est tous. J'ai une amie qui m'a dit un jour qu'on était illuminés par notre activité. Je pense qu'elle voulait pas forcément être gentille quand elle a dit ça, je vous le dis franchement. Et moi, je lui ai répondu, mais quel bonheur d'entendre ça. Je demande qu'une seule chose, c'est d'être illuminée toute ma vie par ce métier. Parce que c'est un métier de passion. On aime les jeunes. En fait, c'est génial parce qu'on est là pour leur permettre de s'envoler.
Et ça, je trouve ça, c'est l'avenir, les jeunes, c'est l'avenir. Et un jeune qui repart de chez nous avec le sourire en disant merci, j'ai réussi, grâce à vous, je suis arrivé à être ce que je suis. C'est pas grâce à nous, parce que c'est pas vrai, c'est grâce à lui d'abord, évidemment. Mais je veux dire, vous m'avez montré les portes à ouvrir. Aiguillé. Voilà, on l'a aiguillé. Ben, rien que ça, mais c'est formidable. Et c'est ça qui nous motive tous les jours. Et quand on a des témoignages de parents et de jeunes qui arrivent sur notre boîte mail, merci beaucoup, vraiment grâce à vous, on a réussi. Parcoursup, c'est une grosse galère. Vous avez tenu, enfin, vous avez pris ça en main. On a vécu Parcoursup sereinement, on a vécu l'orientation sereinement. Ma fille est épanouie dans son école ou dans sa formation. Bah, c'est tout ce qui me fait, c'est tout ce qui fait que j'ai envie de me lever le matin, je veux dire. Vraiment. Naturellement. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps de répondre à ces questions-là. Je pense Avec que grand plaisir. les Désolée gens ont pour beaucoup quelques minutes apprécié. de retard. Non, non, vous inquiétez pas. C'est les aléas du direct. Au moins, ça montre que ce n'était pas une vidéo enregistrée. Ça, c'est vrai. Non, mais je vous remercie aussi à vous de m'avoir permis de prendre la parole à ce sujet. Vous avez vu, moi, je peux en parler des heures, il n'y a pas de souci. Je l'ai constaté. Et peut-être qu'on reviendra, peut-être un de ces quatre, je ne sais pas encore, parce que c'est des thématiques qui sont très larges. Et 1 heure, ce serait réducteur de dire qu'en 1 heure, on peut couvrir la question. Donc, on verra comment on évolue à ce niveau-là. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là, de nous avoir confié ces 1 heure d'échange-là. Merci à vous surtout. Merci à vous, et puis à tous vos internautes aussi, bien sûr, évidemment, qui sont restés jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui l'ont pu regarder. Merci à Samuel parce qu'il a posé énormément de questions. Il a également fait énormément de commentaires, mais je ne les fais pas afficher tous les commentaires, non. Donc, merci à vous. Et comme vous le savez, c'est tous les dimanches à la même heure et au même endroit. Dimanche prochain, on aura une nouvelle personne. Restez connectés. Bon début de semaine à tout le monde. Prenez soin de vous. C'était Herman QAT. Ciao, ciao. Au revoir, Herman.